Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Allez, avec le temps qu'il fait, vous allez rester au chaud, rester en notre compagnie. On va parler ce matin du décès d'une jeune femme de 38 ans dans le Tarn, tuée par ses deux Rottweilers. Une affaire qui n'est pas sans rappeler l'affaire Curtis, ce pitbull qui semble avoir causé le décès d'Elisa Pilarski en novembre 2019. Nous nous interrogerons donc sur ces chiens capables de se retourner contre leur maître et qui deviennent des tueurs. Deux spécialistes nous apporteront leur éclairage scientifique. Ils sont comportementalistes. On essaiera vraiment de se poser les bonnes questions par rapport à ces chiens et à leurs actes. Côté faune sauvage, nous vous parlerons ce matin d'un petit animal à mi-chemin entre le loup et le renard que nous n'imaginions pas trouver sur notre territoire. Mais voilà qu'il pointe le bout de son museau. Le chacal. Pierre Rigaud viendra nous expliquer qui il est. Enfin, dans C'est votre histoire, la Fédération des chiens guides d'aveugles nous expliquera comment elle se bat pour continuer à former des chiens malgré la crise sanitaire. Vous êtes les bienvenus au standard de Sud Radio 0826 300 300. On vous attend, nous sommes en direct. Sud Radio Vos Animaux, Natacha Harry. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Si je vous dis Bibendum, si je vous dis le guide rouge, oui, vous pensez au guide Michelin et vous avez raison. Cette année, le Michelin a été un peu dur dans son palmarès. Alors on en parle demain matin avec son ex-directeur des activités gastronomiques et touristiques, Alexandre Ten, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette méthode. Allez, à demain. Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants. Leclerc. Tu cherches quoi? Un bon avocat. Mes gosses ont découvert les joies du guacamole. Ah, et c'est l'avocat As. C'est une variété toujours parfaitement mûre grâce à une technique spéciale d'affinage. Ok, et le prix? Eh bien madame, du 28 au 30 janvier chez Leclerc, les avocats As catégorie 1 calibre 203-243G sont à 1,49€ le lot de 2, soit 75 centimes pièce. Super, manque plus que les mariachis. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine hors Union Européenne, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. J'adore aller chez... Dans Centracor. Les magasins Centracor, vous connaissez? Pas encore. Oh, c'est l'occasion. En ce moment, chez Centracor, retrouvez tous les indispensables pour une déco qui vous ressemble. Linge de lit, rideaux, chaises, rangements, coussins, lampes, tapis, bougies, à des prix complètement dingues. Parce qu'être bien chez soi, c'est essentiel. J'adore aller chez Centracor. Centracor, bien plus que de la déco. Trouvez le magasin le plus proche de chez vous sur centracor.com. Sud Radio Menton, 97.9. Sud Radio. Boulanger. Chez Boulanger, nous sommes plus que jamais à vos côtés, même après 18h. Pour vous renseigner et acheter à distance, contactez-nous au 30 11, numéro gratuit, du lundi au samedi de 8h à 22h. Alors, contactez vite le 30 11. Retrouvez également tous nos produits sur boulanger.com et privilégiez le drive sans contact. Boulanger, si bien ensemble. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai des nouvelles. Des bonnes j'espère. Eh ben non patron, désolé. En ce moment, les pommes de terre Origine France en filet de 2,5 kg sont à 1,49 €. 1,49€ le filet de 2,5 kg de pommes de terre? Ah c'est ça, ça revient à 60 centimes le kilo. Eh ben voilà, on a tout paumé. Ah bah on est mal hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pommes de terre à chair ferme, catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, diverses variétés selon arrivage, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Eoli, valorisez votre énergie. Salut Stéphane, tu pourrais me prêter ta perceuse électrique? Éolienne, ma perceuse est éolienne. J'ai installé une éolie dans le jardin et je produis une énergie qui va directement dans mon réseau. Donc, ma perceuse fonctionne à l'énergie du vent. Ah, c'est génial ça. Du coup, j'aurais aussi besoin de ta ponceuse éolienne. Éoli, le leader français de l'éolien à axe vertical depuis 10 ans, accompagne les particuliers et entreprises pour leur production d'énergie locale. Vous saurez tout sur eoli-énergie.fr. Éoli, valorisez votre énergie. C'est l'alerte discount. Ah oui? Jusqu'au 30 janvier chez Netto, l'assortiment de 4 tartelettes est à 3,90 €. Netto, le discounter qui fait la différence. 390 grammes, soit 10 € le kilo. Ou assortiment de pâtisserie 370 grammes, soit 10,54 € le kilo. Dans les magasins équipés d'un rayon pain pâtisserie avec terminal de cuisson. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente Sud Radio Vos Animaux et vous.
Bienvenue dans Vos Animaux ce matin en compagnie de 2 spécialistes du comportement canin. Nous allons essayer de comprendre comment un chien peut se retourner contre son maître et le tuer. Y a-t-il des chiens meurtriers par nature? Le maître peut-il être en cause de par son éducation? Faut-il avoir peur de certains types de chiens? On en parle sans tabou ce matin sur Sud Radio. Vous savez, on parle vrai sur Sud Radio. Bonjour Antoine Bouvresse, merci d'être avec nous Antoine. Bonjour Natacha. Antoine, vous êtes vétérinaire comportementaliste. Vous allez bien sûr nous apporter votre éclairage sur cette situation. Et bonjour également à Nicolas Massal. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes également vétérinaire et vous êtes président de l'association de psychiatrie vétérinaire. Merci à vous parce que c'est important d'avoir un éclairage scientifique sans s'emballer, sans partir dans des choses qui peuvent sembler être des évidences pour certains et qui en réalité n'en sont pas vraiment. On va essayer de comprendre comment un chien peut à un moment donné devenir un tueur. Alors, petit rappel des faits peut-être pour commencer, le 26 janvier, c'est-à-dire mardi, une jeune femme handicapée de 38 ans a été retrouvée morte dans sa maison du Tarn. Elle vivait avec 2 Rottweilers. Son corps a été retrouvé avec des traces de morsures. Ses chiens avaient la gueule ensanglantée. Au début, on s'est posé la question de savoir si cette jeune femme était décédée en premier et ses chiens l'auraient mordue ensuite ou si ce sont les morsures qui sont la cause du décès. Finalement, une autopsie a été réalisée et le résultat de cette autopsie, je vous lis vraiment ce qu'explique le parquet d'Albi. La mort est imputable à un arrêt cardiaque, lui-même consécutif à de nombreuses morsures subies. Cette histoire n'est pas sans rappeler bien sûr l'histoire de Curtis qui avait causé la mort de sa maîtresse, c'était en 2019. Alors en compagnie de nos 2 spécialistes du comportement canin, on va essayer de comprendre ce type d'événement, ce type de drame. Comment peut-on expliquer qu'un chien puisse à un moment donné se retourner contre son maître et aller jusqu'à le tuer? On va peut-être commencer avec vous, Nicolas Massal, en tant que président de l'association de psychiatrie vétérinaire. Quelles explications pouvez-vous nous apporter? Alors, les explications sont toujours compliquées parce que les informations que nous avons sont souvent partielles. Évidemment, personne n'y assiste, donc on n'a pas réellement le déroulé des choses. Dans le dernier incident, les morsures peuvent être quand même associées aussi à un malaise, puisqu'on sait que le comportement spontané du chien, lorsque son maître est inconscient, est d'essayer de le réveiller, entre autres en le mordant. Donc là, je trouve l'interprétation, pour le moment, particulièrement compliquée à faire. Après, est-ce que les chiens peuvent se retourner contre leur propriétaire? Ça peut arriver. Il y a des chiens qui deviennent fous. Ça peut arriver. Des chiens qui deviennent fous, c'est-à-dire qui, à un moment donné, perdent les repères qui sont ceux inculqués par leur éducation, vraiment en faire. Ils perdent surtout leur connexion à la réalité. Ouais. C'est ça qui joue. La levée d'inhibition, le chien domestique, évidemment, a une inhibition forte à attaquer les humains, très forte. Il est difficile de la lever. Et donc, exactement comme pour les gens, on peut considérer que pour ces chiens-là, il y a une abolition du discernement et que la réalité qu'ils perçoivent n'est pas la réalité. Et comment, à un moment donné, un chien peut basculer et perdre justement sa capacité à discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien par rapport à ce qu'on lui a a priori appris? Eh bien, soit il est atteint d'une maladie psychiatrique, auquel cas ça peut faire partie de l'ensemble symptomatique. Maladie psychiatrique qui peut aussi être liée, par exemple, à des lésions cérébrales, à des tumeurs, à des compressions, à d'autres maladies organiques qui ont une action sur le cerveau. Ou bien il y a, et c'est possible, un envahissement émotionnel, une excitation tout à fait excessive qui peut aussi faire perdre le discernement. En réfléchissant à tout ça, on s'imagine bien que c'est exactement comme les gens. Les gens qui font ce genre d'actes ont des moments de distance par rapport à la réalité. Et le fait, là, par exemple, dans le cas de cette jeune femme du Tarn, le fait qu'il y ait 2 chiens, est-ce que ça contribue à aggraver la situation avec une espèce d'excitation mutuelle? Oui, ce qu'on appelle l'effet de meute. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est clairement envisageable. C'est envisageable, mais lorsqu'il y a effet de meute, en général, on se retrouve plutôt avec une action de type action de chasse. Avec des morsures qui sont un petit peu différentes sur la manière de le faire. D'accord. C'est pour ça que je n'aime pas trop m'exprimer sur les choses quand on n'a pas... Et on a bien sûr. toutes les informations.
pour savoir comment ils ont mordu, qu'est-ce qu'ils ont mordu. Et d'ailleurs, je précise à nos auditeurs, l'idée ce matin n'est pas de décrypter la situation de ces 2 Rottweilers parce que nous ne disposons pas des éléments pour le faire, mais plutôt d'essayer de comprendre de manière générale comment, parce que ça arrive malheureusement régulièrement dans l'actualité de voir des faits divers de ce type, comment des chiens, à un moment donné, peuvent devenir des chiens qui se retournent contre leur maître. Si je peux encore dire un mot sur le régulièrement, quand même, j'ai regardé la statistique. Alors oui, c'est intéressant. Les cas mortels en France, c'est 52 en 36 ans. 52 cas mortels en 36 ans, donc effectivement... Entre 1 et 2 par an. Et est-ce que ces statistiques vous permettent de dire s'il s'agit généralement de chiens du foyer qui vient mordre son maître ou de chiens qui attaquent une tierce personne ? 1 à 2 cas par an, c'est tout à fait insuffisant pour tirer une statistique quelconque. Si on se réfère aux statistiques de morsures, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Les morsures, ce sont des actes sociaux dans lesquels le chien ne perd pas son discernement. Mais si on se réfère à ça, oui, le chien de la maison est quand même le plus souvent impliqué. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas tout confondre. Le chien de la maison qui mord, souvent il y a des explications contextuelles autour qui expliquent ce passage à l'acte. Et ça n'en fait pas pour autant des chiens dangereux. Là, dans les cas, dans ces faits divers... Pas tueurs dans tous les cas, oui. Voilà, dans ces faits divers que nous relatons, on est dans un autre contexte. J'aimerais maintenant donner la parole à Antoine Bouvresse. Bien sûr, Nicolas, vous restez avec nous puisqu'on va essayer de comprendre encore davantage cette situation. Antoine, quelle est votre première analyse de tout cela ? Alors, l'analyse, je vais répondre la même chose. L'analyse de ce cas précis, c'est très compliqué de la faire. Effectivement, on a des éléments d'autopsie, mais c'est vraiment difficile de savoir comment ça s'est passé. Après, il y a 2 facteurs qu'il va falloir probablement analyser, sans pour autant mettre des effets de causalité. C'est que peut-être sur une personne handicapée, peut-être qu'elle a eu, mais encore une fois, je ne connais pas la lourdeur de son handicap, peut-être qu'elle a eu, elle, effectivement, soit un malaise, soit des attitudes qui ont été jugé irrationnel par les chiens et qui a créé du coup un contexte d'agression incompréhensible et où les chiens n'ont pas pu s'arrêter. Et effectivement, ces agressions amenant au décès, elles sont rares. Alors, j'avais pas tout à fait les mêmes chiffres. J'avais en gros moins de 10 cas depuis ces 10 dernières années. Mais ça, c'est dans le même ordre mais voilà, on voit qu'il s'agit de cas exceptionnels et heureusement. Et par contre, ça c'est en France, mais on se rend compte dans la littérature scientifique internationale que y a effectivement toujours ces proportions relativement faibles quand ça doit amener à un décès, mais que souvent on a affaire à des effets de meute, c'est-à-dire plusieurs chiens qui dans un moment d'excitation, alors soit une course-poursuite ou autre, à partir du moment où un chien rentre dans un comportement agressif, les autres chiens vont pouvoir s'engager dans ce même type de comportement et potentialiser gravement une attaque qui peut devenir cette fois mortelle. Alors, est-ce que ça peut être une composante dans le cas actuel ? Ça, c'est extrêmement difficile de le dire. On va partir au standard de Sud Radio au 0826 300 300. Michael souhaitait réagir. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Que vous inspire ce nouveau fait divers ? Ce que j'ai expliqué la dernière fois, c'était que la première fois que j'avais eu la dame au standard, moi je pense que c'est aussi un effet de meute. Parce que moi j'ai un chien depuis 2 ans et demi. C'est ça, bien. Oui. Non, un peu plus de 2 ans, je crois. Et il m'a jamais attaqué, à part, on va dire, une fois où il a mordu, mais c'est parce que, en gros, je lui avais donné un espèce d'os à moelle ou quelque chose comme ça, quoi. On va dire, entre guillemets, une surprise pour lui, quoi, un truc qu'il aime. Oui. Et puis, à un moment, j'avais voulu lui reprendre parce que il pouvait se blesser avec ou se faire mal, quoi. Et du coup, je voulais lui reprendre. Et en fait, j'ai pas fait attention, j'ai voulu lui reprendre et du coup, et là, il vous a mordu. Mais après, ça va, c'était pas... J'avais pas de... Comment on pourrait dire ça ? C'était pas ni ouvert ni rien, quoi. C'est juste, il avait mis un coup de dent, mais sur le moment, ça fait mal quand même, quoi. Bien sûr. On le sent quand même. Et pourtant, c'est un épagnol que j'ai. C'est pas... Alors, c'est pas une race, on va dire, entre guillemets, catégorisée comme des staffs ou des choses comme ça.
des Rottweilers. Vous pointez du doigt justement, Michael, une question qu'il faut se poser sans tabou ce matin sur Sud Radio, puisque c'est notre manière de procéder. Vous savez, on parle vrai ici. On voit que dans le cas de l'affaire Curtis, il s'agissait d'un pitbull. Là, dans le cas de cette jeune femme, il s'agit de 2 Rottweilers qui sont des chiens de catégorie 2. C'est ça. Moi, j'ai envie de vous poser la question à nos 2 spécialistes, Antoine Bouvresse et Nicolas Massal. Est-ce qu'il y a des races qui sont davantage susceptibles de devenir des chiens tueurs? On n'est pas dans le cas de ce que nous raconte Michael, où le chien va mordre parce qu'on vient lui retirer un os. Ça, c'est un cas de figure fréquent qu'il faut bien sûr éviter, mais c'est pas la même chose. On n'est pas face à un tueur. Nicolas, peut-être. Si je peux répondre, oui. Donc je l'ai dit, le nombre de cas de chiens tueurs est trop faible pour qu'on puisse en tirer une statistique quelconque. Zoopsy a réalisé avec l'Institut de la veille sanitaire, donc avec des structures médicales, une enquête en 2015 dirigée par Claude Beata et Guillaume Sarcey, sur laquelle on intervenait, nous, en interrogeant les propriétaires de chiens, si c'était possible, qui avaient mordu des gens amenés aux urgences. Oui. Donc cette enquête s'est poursuivie sur plusieurs mois. Il y a un très très grand nombre de cas et aucune race n'a pu être sortie de quoi que ce soit. D'accord. La seule caractéristique, c'est que les grands chiens mordent plutôt les membres et que les petits chiens mordent plus facilement à la face, ce qui est assez logique. Mmh. Et puis bien sûr, on imagine que les conséquences d'une morsure en fonction de la taille du chien vont être différentes. Peut-être que vous pouvez nous expliquer C'est pour ça que je précisais que les petits chiens mordaient à la face, parce que ça n'est pas tout à fait vrai, puisque les morsures à la face peuvent être gravissimes, alors que des morsures même d'un chien plus puissant sur une extrémité n'auront pas tout à fait les mêmes conséquences. Pas les mêmes conséquences pour la personne mordue. En revanche, la puissance de mâchoire, bien sûr, elle est différente. Elle est différente, mais elle dépend de la personne mordue. Donc si vous mettez la mâchoire d'un chien de 8 kg sur un enfant de 1 ou 2 ans, vous obtenez aussi un ratio qui est extrêmement défavorable. Eh bien, merci beaucoup, Michael, en tout cas, pour cette réaction au standard. On vous souhaite un très bon week-end. À vous aussi, très bon week-end. J'aimerais qu'on aille un peu au-delà de ça. Dans le cas de Curtis, ce chien avait été habitué au mordant. Peut-être pouvez-vous d'abord, Antoine, nous expliquer ce qu'est le mordant et en quoi ça peut influencer durablement le comportement du chien. Alors, en l'occurrence, pour la terminologie stricte, Curtis ne faisait pas de mordant au sens de mordant sportif. C'est-à-dire qu'il n'a pas été, on lui a pas appris le mordant en tant que discipline. C'est interdit en France de faire du mordant sportif à un chien de ce type. Par contre, il a été entraîné à d'autres disciplines sportives, donc du saut en hauteur, saut en longueur, tirer des charges, etc. Et pour maximiser cet entraînement, le facteur de récompense et de motivation de Curtis, c'était un jouet qu'on appelle un boudin de mordant. Donc, il n'a jamais connu la toile, c'est-à-dire le costume de l'homme d'attaque, mais par contre, il était extrêmement focalisé et particulièrement conditionné à réussir à obtenir son boudin, coûte que coûte, vaille que vaille, et il savait rester accroché pendant de nombreuses secondes et probablement sans lâcher la morsure. Une minute, sans lâcher la morsure de ce fameux boudin qui était son Graal et son facteur de motivation. La conséquence de ce type d'entraînement, c'est qu'on obtient des chiens qui, justement, n'ont plus aucun discernement et plus aucune inhibition à partir du moment où ils sont dans cette situation de travail et de montée en excitation. Et on renforce au maximum cette montée en excitation à des vues de performance sportive. Et probablement ce qui s'est passé, alors ce qui s'est passé précisément, c'est très compliqué à analyser. En revanche, le rapport d'expertise qui a été fait en testant ce chien, c'est de montrer qu'il ne pouvait pas s'arrêter quand il avait quelque chose en gueule, il ne pouvait pas arrêter ses actions, son excitation et sa morsure tant qu'il n'était pas épuisé ou sédaté dans le cas présent. Donc à partir du moment où le chien s'allume en excitation, eh bien ça devient un chien totalement incontrôlable. Mais ça, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de l'entraînement qu'il a subi, même s'il avait un énorme potentiel de chien sportif. Nicolas Massal, comment travaille-t-on le discernement et l'inhibition d'un chien? L'inhibition, elle est spontanée. Alors, elle est spontanée, mais elle est acquise. Elle est acquise beaucoup plus facilement sur l'espèce canine qui est domestiquée. Oui. À partir du moment où D'ailleurs, excusez-moi, je vous coupe, mais peut-être doit-on expliquer ce qu'est l'inhibition? On va peut-être commencer par là.
Ouais, l'inhibition, c'est le respect. Alors, on parle du chien qui mord sur un sac, par exemple, et l'inhibition, c'est l'incapacité à mordre un congénère. Et à mordre gravement un congénère. Un coup de dent, on ne détruit pas. Et cette inhibition qui empêche de mordre gravement un congénère est étendue à l'humain, et ça, très précocement dans le développement du chien. D'accord. Nous sommes considérés comme des espèces qui se développent simultanément avec une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte croisée. C'est-à-dire qu'en fait, le chien considère l'humain comme une espèce plus qu'ami. Donc quand vous dites que cette inhibition est acquise, ça veut dire que quand le chionnet, il a déjà ça en lui, a priori. Et non, justement, elle est acquise. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'acquiert pendant les premières semaines de vie. Et les gens qui avaient développé des chiens de combat avaient besoin de chiens qui n'avaient pas d'inhibition à mordre leur congénère. Et pour obtenir ça, procéder à une séparation des chiots de leur mère dès les premières semaines de vie. C'est là où je voulais en venir. D'où l'importance en fait d'où l'importance du développement émotionnel, sensitif de l'animal pendant ses premières semaines de vie, où il passe du temps avec et sa fratrie et sa mère. Absolument, et c'est pour ça que mon confrère qui a réalisé l'expertise pour Curtis parlait de maltraitance, puisqu'on considère que perturber le développement harmonieux d'un chien en le privant de contacts qui lui permettent d'acquérir des compétences relationnelles, c'est de la maltraitance. On en fait un animal inadapté à la vie en société, et c'est ce qu'on appelle maltraitance. Et là, pour le coup, ça avait été fait volontairement par les éleveurs de ce chien. On peut le supposer. On rappelle que ce chien n'avait pas été élevé en France. D'ailleurs, l'élevage de ce type de chien est interdit sur le sol français. Il peut y avoir des élevages clandestins, mais en tout cas, des éleveurs normaux, référencés, ne peuvent pas élever ce type de chien. Parlons maintenant... Je vais préciser quand même, toujours dans mes statistiques là, de morsure, que les chiens de catégorie ne sont pas plus impliqués que les autres. Parlons maintenant du discernement. Oui. C'est quoi ce discernement ? Le discernement, c'est la capacité à apprécier la situation telle qu'elle se présente réellement. Et donc, activer les leviers d'inhibition. On parle tout à l'heure d'action de poursuite et d'action de chasse. Alors, c'est difficile parce qu'on parle d'attaque et en même temps d'agression. Et dans un vocabulaire choisi, l'agression est quelque chose qui a une signification sociale. C'est un message à destination de celui qui est agressé. Alors qu'une attaque, et notamment une attaque en prédation, a pour but d'immobiliser et de tuer la proie. Il se trouve qu'en poursuite, et c'est ce qu'on appelle l'effet de meute, en poursuite, il peut y avoir une bascule dans une très forte excitation, et on passe à ce moment-là, le chien peut passer en action de chasse. Et s'il passe en action de chasse, l'inhibition qui l'empêchait de mordre l'humain peut disparaître. Même son propre maître, qu'il connaît? Je ne crois pas. Je pense que dans ces cas-là, il y a une maladie psychiatrique. Restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. On repartira notamment au standard, puisque bien sûr ce sujet fait réagir nos auditeurs de Sud Radio.